Le cinéma des premiers temps, c'est pas que des mecs qui filment l'arrivée d'un train en gare, c'est aussi un génie des effets spéciaux, Georges Méliès, qui a fait un film absolument dingue et redoutable d'ingéniosité, même plus de 120 ans après, c'est Le Voyage dans la Lune. Quel rapport avec le jeu de société ? 1902, Méliès, chez Ori Games, enfin un jeu qui a un thème pour parler aux cinéphiles. Ok, le thème est cool, mais est-ce que c'est bien ? Réponse dans cette vidéo. Salut à tous et à toutes, c'est Boris pour Rue du Jeu. Alors vous savez, moi j'ai fait des études de journaliste, mais plus globalement d'information et de communication, et en bachelier, en première année de bachelier, on a eu un cours d'histoire du cinéma, qui était absolument incroyable, qui a retracé le cinéma de ses tout premiers temps, de son invention par les frères Lumière, même s'ils ont piqué à quelqu'un d'autre, blablabla. Et puis, les premiers succès du muet, Métropolis de Fritz Lang, le cabinet du docteur Caligari, le cuirassé Potemkin, Citizen Kane, bien sûr. Voilà, c'est un cours qui a été très important pour moi, qui a révolutionné ma façon de regarder un film, même si c'était assez douloureux, il y avait beaucoup de choses à étudier par cœur, beaucoup de connaissances à accumuler, etc. On devait aussi analyser, produire des fiches d'analyse de films. Moi, j'ai notamment analysé Fight Club, qui reste encore aujourd'hui mon film préféré. Et voilà, ça a complètement contribué à alimenter ma cinéphilie, à faire en sorte que maintenant, évidemment que je m'intéresse à qui est le réalisateur ou la réalisatrice d'un film, à inscrire son style dans le contexte d'une filmographie, dans le contexte d'un courant, et voilà, c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. Moi, mes débuts en tant que producteur de contenu sur Internet, ça a été la critique cinéma, avec un blog qui s'appelle La Critique Quantique, qui est toujours accessible aujourd'hui. J'ai été aussi critique cinéma pour un petit journal qui s'appelait Le Poiscaille, donc voilà, le cinéma c'est très important dans ma vie, et moi j'attache pas beaucoup d'importance au thème dans les jeux de société, mais quand t'as un thème sur Georges Méliès, qui est un auteur absolument fascinant du tout début des cinémas, qui a complètement révolutionné la façon de produire de l'image, de faire des effets spéciaux avec des trucs et astuces, parce que évidemment qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les dégueulasseries d'effets numériques bouillis qu'on retrouve dans les Marvel aujourd'hui. À l'époque, c'était de l'artisanat. C'était vraiment avec des briques et des brocs. C'était avec de la matière première, c'est des trucs de prestidigitateurs, de magiciens, des trappes, des écrans de fumée, etc. Et ça, c'est quand même génial. C'est une époque, je veux pas faire mon vieux con, mais où le cinéma était organique, où pour faire ton montage, tu coupais avec des ciseaux et tu collais des bandes, et tout ça, on le ressent dans 1902 Méliès. Donc franchement, voilà, moi, les thèmes dans les jeux de société, j'en ai pas grand-chose à faire. C'est pas pour rien qu'un de mes auteurs préférés, c'est Stéphane Feld, mais là, il y a vraiment un thème qui me parle, reste à voir s'il est bien exploité et surtout s'il forme un bon jeu. Alors voilà, 1902, Méliès, on commence par le 9, c'est un jeu espagnol, on le doit à Eloy Poradas et à Ferran Renalias, il est illustré par Pedro Soto, et donc c'est une copie presse Ori Games, et c'est un jeu qui s'inscrit dans cette grande lignée de jeux qui sont les 1900, c'est des jeux historiques en fait à chaque fois, il y en a un sur le tunnel sous la Manche, il y en a un sur la station spatiale, voilà, moi j'ai jamais joué à ces jeux-là, parce que comme dit, le thème, ça m'intéresse pas trop, je suis pas trop un féru d'histoire, je suis assez nul dans tout ça, donc celui-là est le premier qui me parle vraiment, qui m'attire et dont je fais spécifiquement la demande pour avoir une copie presse. 1902 Méliès, c'est un jeu vraiment poids moyen, donc on est sur des parties d'1 heure, c'est assez ramassé, la boîte est très petite, mais pourtant il y a plein de matos à l'intérieur, la boîte est vraiment compacte, et quand on lit les règles, on
rend compte on se rend compte qu'il y a quand même un peu de profondeur, quoi. Il y a quand même un peu de règles, et je dirais pas du tout que c'est un jeu familial. On est dans de l'initié plus, parce que autant le tour de jeu est simple et fluide, et il n'y a pas 1000 possibilités, mais en même temps, pour bien optimiser tout ça, il va falloir un petit peu se creuser les méninges, et il faut avoir un petit peu l'habitude de jouer. 1902 Méliès, c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais attention, c'est pas du tout un jeu de placement d'ouvriers comme on l'entend d'habitude. À la barrage, peut-être, par exemple, vous avez 12 ouvriers à placer. Là, vous en avez que 2 ou 3 si vous jouez à 2 joueurs, mais je pense que le jeu est mieux à 3 voire 4. Et donc, bah voilà, vous avez très peu d'ouvriers. Alors partant de là, on se dit, bon, du coup, je vais très vite arriver à court de possibilités. Ben oui et non, parce que si quelqu'un veut se placer au même endroit que vous, c'est tout à fait autorisé. Contrairement à la majorité des placements d'ouvriers, le fait que quelqu'un soit sur la case où vous voulez aller ne bloque pas cette case, cette opportunité d'action. Au contraire, si vous y allez, vous allez lui rendre son pion. Donc il y a une forme d'interaction positive, vous lui rendez une possibilité d'action. Parce que si au début de votre tour, vous avez utilisé vos 2 pions, c'est très simple, vous devez passer votre tour et rappeler chez vous vos assistants. Thématiquement, qu'est-ce qu'on veut faire? Puisque là, c'est important quand même, hein. On est des assistants réalisateurs, réalisatrices de Georges Méliès, et on se bat pour lui montrer que c'est nous les meilleurs, c'est nous la meilleure équipe, c'est nous qui allons faire les meilleures séquences du voyage dans la Lune, et ça va avoir une grosse implication dans le gameplay. C'est ce truc de on se chasse, on est tous en effervescence sur le même plateau de tournage, on doit du coup se partager les mêmes acteurs, les mêmes décors, les mêmes effets spéciaux, tout ça est mutualisé, et ça va créer une grande interaction, parce que même les séquences qu'on va placer après, elles sont au service d'un même film. On est tous en train de faire le même film, on est tous en train de faire le voyage dans la Lune, donc il ne s'agit pas d'aller tourner un film de cow-boy sur le côté, quoi. Non, on réalise ensemble le même film, et il va falloir filouter pour montrer que c'est nous qui avons été les meilleurs dans la réalisation de ce film, et donc notamment les séquences qu'on va créer, elles vont après être assemblées dans un montage, et on va vouloir scorer le plus possible, mais on va forcément embarquer les autres avec nous dans ce scoring, puisque on fait le même film finalement, on est tous dans le même bateau. Donc ça, c'est vraiment malin, et c'est au service d'une mécanique assez fluide, hein. Je me pose, je fais une action à un endroit, et d'une interaction qui est plutôt maligne. Bah oui, si je chasse quelqu'un et que donc je profite peut-être de ce qu'il a mis en place auparavant, en contrepartie, je lui redonne de la force de travail, je lui redonne une possibilité d'action avant de passer son tour. Donc il va y avoir un tempo assez fin là-dedans, vous en doutez. Et ce tempo, il va être crucial parce qu'il va vraiment falloir réaliser la bonne action au bon moment. Parce que les actions, vous en doutez, elles sont assez thématiques. Vous allez par exemple écrire une scène. Ça veut dire qu'en gros, vous allez, pour le dire vulgairement, vous allez prendre un contrat, donc vous allez récupérer une scène, une carte scène qui vous fera des points ensuite quand elle sera tournée en tant que séquence, mais donc elle va vous demander un certain décor, donc il y a une action qui va vous permettre de changer le décor sur lequel on est pour le moment. Une scène, elle va vous demander aussi un effet spécial, donc vous allez pouvoir récupérer, emmagasiner des effets spéciaux et après l'échanger avec l'effet spécial qui est sur le plateau de tournage à ce moment-là, parce que vous avez besoin de cet effet spécial-là. Et encore une fois, du coup, vous pouvez profiter de celui qu'un adversaire aurait placé. Et toutes les infos sont visibles, hein, techniquement, donc il y a vraiment moyen de se surveiller et de se gêner. Vous allez pouvoir aussi déplacer les acteurs, lui dire « toi, mets-toi là ». Vous allez pouvoir changer leur costume, donc ils sont double face, et donc le mec qui est dans le costume de Piaf, si tu préfères, tu peux le retourner, il devient le mec avec l'autre forme. Oui, les acteurs ont des tronches pas possibles, c'est très marrant. Et puis quand toutes ces conditions sont réunies, que vous êtes dans le bon décor, avec le bon effet spécial et les bons personnages, vous pouvez tourner une scène. Et là, vous allez marquer des points de victoire en fonction de à quel point les bons acteurs sont alignés aux bons endroits par rapport à l'axe de votre caméra. Donc tout ça est indiqué sur votre petit contrat. Donc évidemment, vous pouvez essayer de pousser jusqu'à ce que tout soit parfait, consacrer des actions au bon agencement des acteurs, mais les autres, pendant ce temps-là, ils continuent leur vie, ils vont peut-être perturber votre plan, ou ils vont peut-être aussi tourner des séquences un peu moins lucratives de leur côté. Parce que voilà, si tu veux scorer 5-6 points de victoire sur ta séquence, c'est vraiment chaud. Par contre, si tu veux en faire plein de petites, ça se fait aussi. Et à l'arrivée, il y a une dimension course que moi j'aime toujours beaucoup dans les jeux, parce que dès que quelqu'un a fait sa 6e séquence, et donc pose son 6e ticket, ça va déclencher la fin de partie. Donc à toi de voir à quel point tu peux te permettre d'attendre pour essayer de grappiller plus de points, ou à quel point il faut que tu prennes le train en marche pour éviter de te faire distancier par les autres. Enfin, il y a des actions qui sont un peu plus techniques à comprendre, mais qui sont vraiment le cœur du jeu et de son interaction, et c'est pour ça qu'il vaut mieux y jouer à 3 ou 4, c'est vraiment l'aspect de monter une séquence. Et donc vous allez pouvoir
assembler plusieurs scènes qui ont été tournées préalablement ensemble. Il va falloir respecter certaines contraintes, il faut qu'elles soient de la bonne couleur, en fait. Il y a des scènes blanches et des scènes noires, en fonction de si on est au début ou à la fin du film. Et puis surtout, elles ont un ordre, hein. On monte pas un film dans n'importe quel ordre. On peut tourner les scènes dans l'ordre qu'on veut, mais à l'arrivée, quand on les assemble, il faut évidemment qu'elles soient raccord, qu'elles racontent ce grand récit du voyage dans la Lune. À la fin, pour chaque scène que tu as dans une séquence, tu vas avoir un multiplicateur en fonction de la longueur de la séquence. Donc évidemment, t'as envie d'être tout seul dans une très grande séquence, mais tes adversaires vont en décider autrement. Ils vont pouvoir couper dans une séquence et ajouter une scène qui était meilleure que la tienne. Donc ils vont diviser complètement l'assemblage que tu as fait jusqu'à maintenant pour revenir avec un bout de récit qui en fait survient plus tôt que ce que tu avais mis précédemment dans l'histoire. Donc il y a un lien logique dans le sens du film. Et puis toi, ça te fait perdre des points parce que ils ont prouvé qu'ils étaient meilleurs que toi. Ils ont rebricolé une séquence qui est plus adaptée au montage tel qu'il était. Donc thématiquement, ça marche. Et dans les faits, t'es dégoûté, comme un réalisateur serait dégoûté que la séquence qu'il a tournée soit finalement placée plus loin parce qu'un tel a fait mieux. Donc c'est vraiment très intéressant ce truc-là, il y a une vraie bataille autour du montage, c'est une action de couper et monter qui est très chère, elle te demande tes 2 pions, donc faut vraiment être sûr de vouloir la faire, et en même temps, je l'ai dit, c'est vraiment le cœur du jeu, le cœur du scoring. Il y a une autre façon de marquer des points qui est un peu moins satisfaisante, un peu plus anecdotique, qui est de coloriser une scène. Donc là, tu vas simplement récupérer les bonnes cartes de couleurs, après tu les dépenses pour faire 3 points. Tu peux même coloriser les scènes des adversaires, c'est juste qu'ils vont piocher un actionnaire en compensation. Bon, ça aussi, les actionnaires, c'est un petit peu anecdotique, c'est de la collection. T'essayes de faire un petit set de 3 cartes identiques ou 3 cartes différentes ou machin. Voilà, c'est pas la partie la plus époustouflante du jeu, mais ça fonctionne. Un dernier aspect cool, c'est les journaux de tournage qui vont être mis en place dès le début de la partie et qui vont te récompenser quand tu établis certaines actions qui sont liées aux différents moments de la préparation d'un film. Donc t'as le journal de post-production qui concerne justement le montage, ou à l'inverse le journal de préparation qui concerne l'écriture des scènes. Quand tu fais certaines actions que t'indique le jeu, tu vas être récompensé et tu vas débloquer certaines actions one-shot, voire certains pouvoirs, certaines capacités permanentes, et ça donne une dimension assez intéressante au jeu, et là-dessus, il y a énormément de variabilité, parce qu'il y a plein de cartes, et t'en sélectionnes que 3 à chaque partie, une dans chaque catégorie, donc ça m'a plutôt impressionné. Au final, qu'est-ce qu'on en pense de ce jeu ? Écoutez, je suis agréablement surpris, c'est un jeu qui m'a vraiment charmé, non seulement par son thème, mais par le lien qu'il y a entre la mécanique et le thème, et voilà, tout n'est pas absolument passionnant dans ce qu'on fait, mais tout est cohérent, tout a un sens, et c'est vraiment rigolo d'avoir un espace partagé comme ça au sein duquel on interagit. Encore une fois, ça fonctionne avec l'histoire que nous raconte le jeu, qu'on est chacun des assistants du même réalisateur au service du même film sur le même plateau. On ressent vraiment ça dans les actions, dans la manière dont on se tire la bourre, dont on va foutre une séquence à la place de celle de l'autre, etc. Tout ça dans un temps de jeu assez ramassé, avec quelques coups spectaculaires où tu vas faire 1 ou 2 actions en cascade comme ça, des tours à l'inverse très fluides, mais où tu vas juste passer pour rappeler tes ouvriers. Tu vas essayer d'être malin pour devoir faire ça le moins souvent possible en anticipant les actions qu'ont besoin de faire les adversaires, en te plaçant à cet endroit-là au bon moment pour que eux n'aient pas d'autre choix que de se placer là et de te rendre tes bonhommes et d'être dans un cycle comme ça le plus efficient possible puisque ça reste un jeu de course. Alors c'est pas le jeu de gestion de l'année, hein. Je vais pas vous mentir, j'en ferai pas 5 parties sur ma semaine, mais à sortir une fois de temps en temps comme ça et vraiment en vendant le thème à tes convives et en leur expliquant toute l'histoire pour peu que tu sois un peu attaché à ce personnage de Méliès et à tout ce qu'il raconte autour de l'histoire du cinéma, vraiment, ça fonctionne très bien. L'esthétique est surannée, mais elle fait le taf, elle est raccord avec ce qu'on représente, finalement. Les petits mini-jeux d'agencement des acteurs, etc., tout ça n'est pas bien excitant pris isolément, mais ça forme un tout qui est vraiment cohérent, qui raconte le tournage d'un film, et pour ça, je trouve que le jeu a vraiment de la gueule, il a vraiment une patte, une personnalité, et moi c'est un jeu que je serais très content de faire découvrir, du coup plutôt à 3 ou 4 joueurs pour garder cette dimension importante dans la tension, dans l'interaction, avec ce scoring des séquences. Je pense qu'à 2 c'est un peu plat, et puis le système de renvoi des ouvriers aussi, il marchera d'autant plus
plus si on est 4, même si à 2 on a 3 ouvriers. À mon avis, j'ai pas essayé, mais à mon avis ça fonctionne un peu moins bien. Donc voilà, merci Origames pour cette copie presse, et on attaque maintenant le vieux. On passe maintenant au vieux, et je vais vous présenter deux vieilleries qui sont quelque part similaires à 1902 Méliès, d'un point de vue mécanique d'une part et d'un point de vue thématique de l'autre. C'est parti. On va commencer par le jeu similaire d'un point de vue mécanique. Alors c'est pas vieux, c'est le troisième volet de Century. Century, un nouveau monde. Ça a 5 ans à peine. Century, c'est cette trilogie de Emerson Matsuuchi, qui est l'auteur aussi de Foundation of Rome notamment. Voilà, c'est un auteur qui est très fort pour faire des jeux hyper épurés, hyper mécaniques, qui tournent comme des horloges. Il y a Reef aussi, que j'aime beaucoup, qui est un classique du jeu à deux avec mon épouse chez nous. Dans ce Century-là, il s'agit pas de jouer des cartes et d'avoir ce système de hand-building comme dans le tout premier. Il y a Century 2, qui est un jeu un petit peu de parcours, mais qui est un petit peu raté. Et Century 3, c'est le seul de la trilogie que je possède encore. Peut-être que certains ont craqué pour la Big Box, je pense que c'est un peu too much, parce que je pense pas que les 3 jeux puissent coexister dans une ludothèque, mais ce Century 3, je l'ai gardé pour justement son système d'ouvrier, qui est vraiment très proche de celui de 1902 Méliès, qui est très intéressant. Donc voilà, c'est pas la vieillerie ultime, mais le système est tellement proche en termes de pose d'ouvrier que je pouvais pas ne pas en parler. Comme dans le premier Century, vous allez essayer de collecter des ressources, donc il y a des jaunes, des rouges, des vertes, des marrons, et pareil, vous pouvez les améliorer, donc jaune devient rouge, qui devient vert, etc. Tout ça pour, au final, acheter des cartes qui vont nous donner des points de victoire. Donc, en fait, sur le papier, on fait exactement la même chose que dans le premier Century. Ce qui change, c'est la façon dont on le fait, parce qu'on ne joue pas des cartes, on va poser des ouvriers sur des petites cases d'action. Et pareil, si je me pose sur une action où l'adversaire est déjà, ben, je vais lui rendre ses ouvriers. Il va les récupérer sur son plateau personnel, ils seront à nouveau disponibles. Il n'aura pas besoin de passer un tour pour rappeler tous ses ouvriers, un peu comme on le faisait dans Century, où on devait ramasser sa main de cartes, et comme on le fait aussi dans 1902 Méliès, on passe son tour pour rappeler ses bonhommes. Sauf que là, c'est encore plus vicieux, tu dois surenchérir d'un personnage. Tu dois mettre un bonhomme de plus que ce qui était là précédemment, et évidemment, tu peux pas faire ça sur tes propres emplacements, sinon ça serait beaucoup trop facile. Tu pourrais effectuer un lieu en boucle tout en te rendant des ouvriers dans ta réserve, donc ça, c'est plutôt malin. Du coup, vous vous en doutez, on a plus d'ouvriers à disposition que dans 1902 Méliès, où on n'en a que 2, donc on en a, je crois, là, une petite dizaine, et puis ça implique qu'on peut en recruter des nouveaux, et donc augmenter son pool d'action, davantage se permettre de se placer à des endroits où les autres sont déjà là, ou à l'inverse, essayer de bloquer certaines actions pendant un moment, parce que si t'as 2-3 ouvriers sur une tuile et que t'arrives à temporiser suffisamment pour ne pas avoir à rappeler tes ouvriers, bah tu peux comme ça créer une situation d'embargo où l'autre doit vraiment payer cher pour pouvoir te chasser, et en contrepartie te redonner beaucoup d'ouvriers. Donc il y a cette tension permanente d'essayer de prolonger son cycle comme ça le plus longtemps possible, qui est assez intéressant. Un autre truc cool dans ce Century, c'est que de nouvelles actions, de nouvelles cases d'action vont arriver au fur et à mesure. Ça symbolise l'exploration de ce nouveau monde. Dans les cartes qu'on achète, si on récupère des boussoles, on va pouvoir enlever une des tuiles qui bloque les emplacements d'action du plateau, et on donne tout de suite des opportunités aux autres joueurs, mais on a un bonus immédiat en contrepartie. Donc on ouvre le jeu, on essaie évidemment d'aller vers des zones qui nous intéressent, qui fonctionnent avec le moteur qu'on a mis en place, parce que dans la rivière de cartes à points de victoire, on peut aussi récupérer des petites tuiles qui vont scorer sur certains symboles, et on essaye de former un tout cohérent à partir de ça, pour tout simplement faire le plus de points possible. Le jeu est assez nerveux, et par rapport à 1902 Méliès, ce qui est chouette, c'est qu'il se joue plutôt bien à deux, puisque là, on a un pool plus grand d'ouvriers, donc on n'a pas besoin d'être beaucoup de joueurs pour occuper beaucoup l'espace, et à deux, il y a vraiment tout de suite cette hésitation dans le fait d'aller chasser l'autre. C'est un impact plus immédiat, et on risque moins de faire du kingmaking, donc du favoritisme involontaire d'un joueur. C'est des situations qui, à mon avis, peuvent survenir à 3 ou 4. Donc je trouve ce système de placement d'ouvriers
vraiment intéressant et pas souvent exploité. On en reparlera dans une prochaine vidéo, hein, du placement d'ouvriers. Mais c'est intéressant ce qu'ils font les auteurs avec ce système. Ils renversent la logique du placement d'ouvriers qui dit que quand tu te mets quelque part, tu le bloques pour tous les autres. Bah là, pas nécessairement. Mais en même temps, il y a quand même toujours un coût lié au fait de chasser quelqu'un d'autre, mais c'est juste qu'il s'exprime de manière différente. Donc il y a plus de flexibilité. Ça crée des nouvelles imbrications tactiques parce que tu sais que si tu suis une stratégie qui va te demander vraiment d'utiliser en boucle certaines cases, tu as besoin de créer le sentiment chez l'adversaire qui doit les utiliser aussi pour qu'il te chasse et que tu puisses y revenir autour, ou alors tu dois faire des cycles de gameplay beaucoup plus rapides où tu vas juste poser quelques ouvriers et puis les rappeler, les rapatrier vers toi, mais sans avoir pleinement utilisé le potentiel de ton pool d'ouvriers. Donc ça crée des dilemmes assez intéressants. Si vous connaissez d'autres jeux qui exploitent ce système de pose d'ouvriers, on peut se chasser en ayant un bonus en échange, c'est assez niche, hein, c'est assez spécifique, mais voilà, si vous en connaissez d'autres exemples, peut-être plus vieux que celui-là, pour le coup, ça m'intéresse. Et le troisième jeu dont je voulais vous parler, c'est un jeu, attention, que je ne possède pas et auquel j'ai jamais joué, parce qu'il est extrêmement difficile à trouver, et c'est un jeu sur le cinéma qui se rapproche de 1902 Méliès d'un point de vue thématique. Donc c'est un jeu qui date de 2000, un jeu de Rainer Knizia, le grand Rainer Knizia, et qui a plein de noms, Nightmare Production, Dream Factory, Hollywood Golden Age, qui s'appelle Hollywood Blockbuster aussi. Franchement, sur BGG, tu verras, il y a plein de noms différents, il y a plein d'éditions différentes, et pourtant, le jeu est introuvable dans toutes ces éditions. Enfin, il est trouvable, mais à des prix pas possibles. C'est un jeu d'enchères, qui est thématisé autour du cinéma. Donc tu vas essayer de choper des acteurs tendance, tu vas essayer de choper des réalisateurs cool, et tout ça va te permettre de scorer certains points dans les différentes catégories. Donc en fonction du film que tu essayes de créer, qui vaut plus ou moins de points, bah, les contraintes vont être différentes, hein. Tel film demande tel effet sonore, tels effets spéciaux. Pour ce film-là, tu as besoin d'autant d'acteurs, etc. Et tout ça va se combiner pour faire un certain nombre de points, en fonction de tes ambitions, évidemment. Mais ce qui est assez cool, c'est le système d'enchères. Non pas que la manière dont les enchères se produisent soit très originale, hein. C'est du classique, voilà, je donne autant, toi tu donnes combien, et voilà, jusqu'à ce que quelqu'un passe. Par contre, ce qui est cool, c'est que la personne qui a gagné l'enchère paye, ok, et la somme que la personne paye est répartie entre les autres joueurs. Donc c'est une économie fermée. Et moi j'adore quand ça fonctionne comme ça, parce que ça redistribue les cartes en permanence, et tu sais que ça va pas être un jeu capitalistique catastrophique où quelqu'un va s'envoler et va juste faire plus de thunes tout le temps. Non, si t'as plus de thunes à un moment, et le moment où tu vas la dépenser, tu vas redistribuer tes richesses, et il va y avoir une dynamique constante, il y a personne qui va jamais être à la traîne en matière d'économie, ou en tout cas ça va s'équilibrer, quoi. Si t'as chopé des cartes intéressantes que tu les as payées cher, bah t'as moins de fric après, tes adversaires en ont plus, donc il y a un effet de balancier permanent que moi je trouve super intéressant. Donc ce jeu il a l'air trop cool, j'ai jamais réussi à le choper, si vous avez des bons plans ça m'intéresse. Je sais que dans la version Dream Factory, c'était des noms imaginaires, un peu parodiques comme ça, pas foufou, d'acteurs, d'actrices, de réalisateurs. Ça donnait pas trop envie, mais bon, voilà, problème de droit d'auteur, etc. Et puis il y a une version espagnole, je crois, dont ActuaLOL, mon youtubeur préféré, a parlé, qui s'appelle Hollywood Golden Age, qui là a eu les droits pour la thématiser comme il fallait et tout, vraiment dans un univers raccord avec le cinéma à la façon de 1902 Méliès, mais je crois qu'il y a à nouveau des problèmes de droit et que du coup elle sera jamais réimprimée. Enfin voilà, c'est l'enfer, les boîtes s'arrachent à prix d'or sur les sites de vente, donc voilà, je préfère laisser tomber, mais le jeu a l'air vraiment super intéressant. Moi j'aime bien les enchères, c'est un genre qui tombe un peu en désuétude, on a parlé avec Benjamin et Vincent, et moi je trouve que, surtout quand il y a un système d'économie fermé comme ça permet de vraiment créer une dynamique autour de la table très intéressante, où on veut se piquer des trucs, on craque à un moment, on met tout notre fric sur la table, je veux cet acteur, franchement ça peut être super rigolo. Donc voilà, aucun rapport mécanique avec le système de placement d'ouvriers de ces deux jeux-là, mais par contre un beau rapport thématique avec le cinéma. Et des jeux sur le cinéma, il y en a quand même pas tant que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce du neuf versus du vieux est maintenant terminé. Donc voilà, que vous appréciez le système de placement d'ouvriers que j'ai décrit
ou le thème du cinéma des premiers temps, 1902 Méliès, c'est vraiment une proposition intéressante. Merci encore à Origames pour la copie presse. N'hésitez pas à suivre Rue du Jeu sur Instagram, @RueDuJeu, à faire un tour, surtout c'est important, sur la boutique partenaire Golden Nipple. Et puis si vous avez envie de soutenir financièrement mon travail, il y a le Ko-fi qui est là. Il y a plein de façons de participer. Vous pouvez donner, vous pouvez participer à la tombola. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, jouez bien par chez vous. C'était Boris pour Rue du Jeu. Ciao. En bleu canard s'il vous plaît, pour dompter le chaos, comme les anciens Égyptiens et tous leurs petits pots. En bleu canard